Bonjour à tous, bonjour à tous nos intervenants. Ce matin, on va parler pendant une petite heure de la filière logistique à l'épreuve du Covid-19 ou de la Covid-19. Je suis désolé, j'arrive toujours pas à me déterminer entre le masculin et le féminin sur cette crise sanitaire. L'idée est de partager un petit peu la réaction des acteurs logistiques face à la crise sanitaire et puis d'essayer de voir les mutations et les évolutions de l'activité logistique, de l'adaptation du parc, des plateformes avec cette nouvelle période. Pour nous accompagner ce matin, je vais le prendre un peu dans l'ordre d'intervention qu'on a prévu, avec Claude Sanson, président d'Afilog, qui dans quelques minutes va nous présenter les résultats du troisième baromètre lancé par l'association pour voir comment les acteurs de l'immobilier logistique ont traversé cette crise sanitaire. Laurent Sabatucci, directeur associé Déol nous donnera les chiffres du premier semestre, ils sont tout frais, on est le 30 juin, donc on verra un peu comment les marchés immobiliers en logistique se sont comportés sur ces deux premiers trimestres. Nous aurons bien sûr la réaction de Cécile Tricot, Senior Vice President et Country Manager France et Regional Head Southern Europe, décidément, enfin bref, de Prologis, Cécile Tricot, et Roland Paul, président de GSE Group, qui reviendront un petit peu sur le terrain, comment eux, en tant qu'acteurs et opérateurs logistiques et investisseurs logistiques, ils ont aussi vécu cette période. Et puis la deuxième partie, on va essayer de se projeter un petit peu et de raisonner plus à moyen et long terme pour voir la mutation, les évolutions de la filière, ce que le Covid a pu changer dans le secteur de la logistique, avec Geoffroy Cailloux, qui est sous-directeur des services marchands à la direction générale des entreprises et qui nous donnera un petit peu le point de vue de l'exécutif sur la stratégie logistique. Et puis, nous aurons également Anne-Marie Hydra, qui est la présidente de France Logistique. Elle nous présentera l'association, cette feuille de route aussi, qui est chargée un petit peu de décliner la logistique. Et on reviendra sur un certain nombre d'axes et d'items qu'on aura évoqués durant cette petite heure. Tout de suite, je laisse la parole à Claude Sanson, président d'Afilog, en 10 petites minutes, les résultats de ce troisième baromètre et peut-être de nous expliquer un peu comment est né ce baromètre lancé par Afilog. À toi, Claude. Oui, merci Gaël. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais essayer de vous dire un petit peu comment les adhérents d'Afilog ont traversé cette crise, sachant que je ne vais pas me focaliser sur uniquement le troisième baromètre, puisque nous en avons fait un au mois de mars, un au mois d'avril et un au mois de mai, mais plus montrer quelle a été l'évolution au cours des trois mois. Donc pourquoi on a essayé de faire ce baromètre? C'est pour mieux accompagner les adhérents d'Afilog dans cette période particulière qui n'est pas encore complètement terminée d'ailleurs, et pour savoir un petit peu ce qu'ils vivaient au quotidien. Nous avons donc cherché d'une part à les alimenter avec une veille institutionnelle quotidienne qui ciblait plus spécifiquement dans toute cette masse d'informations que nous avions, celle qui leur était le plus utile. Et d'autre part, nous leur avons demandé de contribuer tous les mois à ce baromètre qui nous permette de porter plus exactement auprès des décideurs publics leurs besoins et leurs difficultés. Alors, bien évidemment, il ne s'agissait pas là de faire un point marché de l'immobilier logistique. D'ailleurs, Laurent Sabatucci derrière va le faire beaucoup mieux qu'on aurait pu le faire, puisque c'est son job. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons noté sur les 3 mois que nous avons étudiés une activité en fait très forte, mais une activité en particulier sur le premier mois et un petit peu sur le second mois, le deuxième mois, une activité qui n'avait pas d'impact direct sur les résultats du marché, sur le marché en tant que tel, puisque cette activité très forte, elle était liée à la nécessité de trouver des solutions, de s'adapter, alors avec de la renégociation de contrats, de la gestion de chantiers arrêtés, et c'est bien ce que nous souhaitions avoir comme vue sur ce qui se passait. Les impacts de cette crise, les plus profonds sur les adhérents, c'est incontestablement et en premier lieu le rallongement des délais d'instruction, du permis de construire et de toutes les autorisations en général. Alors, c'était le problème numéro 1 avant la crise, enfin c'était déjà un problème avant la crise, mais c'était encore le problème au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, et je dirais même avec une progression entre ces 3 mois. Ces retards concernent notamment toutes les instructions et les délivrances des permis de construire et des dossiers ICPE. Alors, vous savez qu'il y a eu plusieurs ordonnances
le 15 avril 2020, qui n'avaient pas réglé tous les problèmes. Celles les deux qui ont été produites au mois de mai, le 7 et le 15 mai, n'ont pas non plus réglé tous les problèmes. Je rappelle simplement que ces ordonnances, celle du mois d'avril, elle avait comme objectif principal de ne pas geler tous les dossiers qui avaient été déposés, mais de simplement suspendre les délais. Hein, donc, on n'est pas reparti à zéro, on avait simplement suspendu les délais. Ce qu'on constate aujourd'hui encore, c'est que l'ensemble des services instructeurs sont encore engorgés, voire fermés pour un certain nombre. Alors, là, je dois dire qu'il y a une impatience de la part des entreprises. Et là, je le rappelle que, je le redirai à plusieurs reprises sur ce petit sujet, mais d'autant que nos voisins européens, eux, redémarrent un peu plus vite que nous. Hein. Donc, il faut qu'on soit très prudent. Si les retards concernaient, donc, en mars et en avril, les dossiers de permis de construire comme ICPE, au mois de mai, c'est essentiellement les ICPE qui sont davantage en retard. Et c'est ce qu'on a constaté dans la troisième vague du baromètre. Il faut rappeler aussi qu'un dossier ICPE, une fois qu'on a l'autorisation, il n'est pas complètement purgé, puisqu'on a un délai de purge de ce dossier de 4 mois. Donc, vous voyez qu'avec la période de suspension, on va avoir un certain nombre de dossiers qui ne vont être accordés, en fait, enfin, être opérationnels qu'au mois d'octobre, novembre, voire à la fin de l'année. Donc, la question des délais mise à part, les difficultés majeures qui sont montrées pendant le confinement ont porté sur la gestion des ressources humaines, sur l'organisation des chantiers et puis sur l'aménagement de la trésorerie. Alors, les soucis par rapport aux chantiers ont été de 3 ordres. Ceux qui viennent directement de la mise en place des mesures sanitaires. Parce qu'il est bien évident qu'à partir du moment où sur un chantier, il y a différentes entreprises qui doivent travailler, mais là je pense que Roland pourra en dire plus tout à l'heure, parce que ou Cécile, mais la mise en place des mesures n'était pas aussi simple que ça à régler. Ensuite, bien évidemment, l'autre point qui se présentait, c'était la négociation avec les clients. Qu'est-ce qui se passait? On a des contrats, on a des délais à respecter. Enfin, il y avait une renégociation à mener. Et puis, l'approvisionnement en matériaux qui n'a pas toujours été tout simple. Donc, après une période d'arrêt qui a été quasi totale jusque mi-avril, la reprise, on peut constater, a été progressive. Et on peut estimer qu'aujourd'hui, presque tous les chantiers, sinon tous les chantiers, ont repris. Sur le plan de l'organisation du personnel, ça a été effectivement complexe dès le premier mois, au premier mois, parce qu'on a commencé à mettre en place, comme tout le monde, le télétravail. Puis, bien évidemment, on a trouvé un rythme de croisière en avril. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au mois de mai, avec le déconfinement, eh bien, la petite habitude qui s'était prise au mois d'avril, il faut remettre en cause un certain nombre de choses. Et on a à nouveau eu quelques difficultés au mois de mai qui, d'après ce que j'ai pu voir, se sont bien estampées sur le mois de juin. Le taux de télétravail dans les entreprises est chez nous un peu, enfin la moitié. Dans le dernier baromètre, c'était 51% du personnel qui était en télétravail et ce n'était pas réellement considéré comme être un problème. Le vrai problème qui s'est posé pour les entreprises, en particulier dans les grandes agglomérations et en particulier en région parisienne, c'est le problème des déplacements urbains et interurbains. Pour ce qui concerne les difficultés de trésorerie dont j'ai parlé tout à l'heure, ça était surtout vrai les 2 premiers mois, et puis sur des choses qui sont tout à fait réduites et stabilisées au mois de mai. Donc, au global, on constate que la reprise effective en mai semble plus forte que la reprise qui avait été anticipée au moment des enquêtes du mois de mars et du mois d'avril. C'est-à-dire qu'on avait été sans doute, et normalement, au moment où ça nous est tombé dessus, un peu plus pessimiste, mais la stabilisation de toutes les organisations a contribué qu'en fait, cette reprise ne se passe pas trop mal. Alors, ce qui est intéressant de noter, je vais aller très très vite, c'est que la crise a aussi suscité des initiatives solidaires dans le secteur. On a mis à disposition des entrepôts gracieusement auprès d'associations d'administration. On a apporté des contributions aux hôpitaux et à certaines associations. On a mis en place quelques innovations technologiques. Il y a dans la reprise sur les chantiers des objets connectés pour assurer la distanciation sociale, par exemple, des objets qui alertent de manière sonore visuelle. Donc, vous voyez, il y a eu quelques points très positifs.
Je précise simplement que l'association Afilog a relayé avec d'autres associations représentatives des bailleurs les incitations du gouvernement à aménager les loyers pour les PME et les PMI qui étaient touchés par la crise. Je précise que c'était uniquement pour les PME et PMI, puisque nous avons eu la désagréable surprise de voir qu'un certain nombre de grands groupes, soucieux de préserver leur trésorerie, avaient aussi essayé de profiter de la mesure. Et nous avons considéré que ça n'était pas acceptable. Dans les aspects positifs de la nécessité de gérer la Covid, a permis de discuter d'une manière différente avec nos partenaires, qu'ils soient clients, qu'ils soient les entreprises. On a discuté de façon solidaire, c'est-à-dire que les discussions ont fait abstraction un peu de tous les côtés contractuels pour être dans un côté très pragmatique. Et ce qui est à noter, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, malgré les quelques difficultés, les répondants à l'enquête, ils ont conservé globalement une réelle confiance envers la capacité générale de la filière logistique à faire face à la crise, puisque encore au mois de mai, la note qui a été moyenne qui était donnée, puisque c'était une des questions, quelle note vous donnez de 1 à 10, a été de 8 sur 10. Alors, sur l'avenir, comment est-ce qu'on se projette? On veut distinguer plusieurs échelles de temps. À court et à moyen terme, on a 2020 qui sera normalement une année relativement épargnée par la crise. 2021 devrait aussi rester une bonne année. Les clients n'ont globalement pas arrêté leur projet. On n'a pas à notre connaissance de gens qui ont dit on avait commencé, on s'arrête. Donc les projets de bâtiments qui étaient lancés sont restés. On pense aujourd'hui que sans doute il y a un petit peu plus de risques sur 2022 et les années suivantes, parce que ce qu'on constate là maintenant, mais c'est là ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu moins de dossiers en démarrage. On peut penser que là aussi, les choses pourront reprendre. Mais le risque, il est plus sur les années 2022 et suivantes que sur les 2 années qui sont devant nous. À moyen et long terme, bien évidemment, l'activité, elle sera comme toujours pour notre activité logistique et construction d'entrepôts, elle sera liée au dynamisme économique global et aux politiques publiques. Donc, sur les fondamentaux du métier, la logistique est une fonction support, et c'est une fonction support des activités industrielles, mais ce qu'on a constaté aussi là pendant cette crise, c'est que c'est une fonction support de toute activité humaine. C'est pas, et ce n'est pas nous qui ferons que la politique industrielle sera ce qu'elle sera dans les années à venir, mais il faut qu'on soit capable de s'adapter, et pour ça, il faut qu'on arrive à anticiper. On parle beaucoup de relocalisation d'activités. Personnellement, je ne crois pas à un retour massif et immédiat d'unités de production depuis la Chine ou l'Inde ou je ne sais quoi d'autre, mais on voit bien qu'il va se passer un certain nombre de choses et qu'on aura une localisation de nouvelles productions ici sur notre territoire. Alors, la crise a fait, nous pensons, un peu voler en éclats le fantasme de l'économie sans usine proche, avec des supply chains mondialisés, des systèmes financiers un peu compliqués, le tout avec peu d'intervention des pouvoirs publics. Mais la crise a aussi montré que les limites d'une industrie sans production de matériels médicaux, de stocks vitaux et dépendantes de chaînes logistiques qui traversent la planète, c'est plus tout à fait ça. Donc on voit bien qu'on aura une production qui sera sans doute à réinventer, et puis, bien évidemment, une logistique qui devra soutenir cette nouvelle forme de production. Tout ça, ça va nécessiter du foncier, des cadres réglementaires favorables, une anticipation des besoins. Et c'est vraiment à cela que nous appelons les pouvoirs publics. Alors, dernier point, je voudrais qu'on pense que nous attirons aussi l'attention sur vraiment la nécessité d'une cohésion européenne, en particulier sur les mesures environnementales. En effet, il y a certaines mesures qui pourraient freiner la reprise économique. Et si la règle était la même partout, on restera dans la course, mais nous pensons que si elle n'est pas tout à fait la même, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on doit faire attention sur ce que l'on fait souvent dans notre pays, et là, on voit bien que les résultats des dernières élections doivent nous
nous poser question, mais attention de vouloir laver plus vert que vert, et surtout de vouloir laver plus vert que tous nos voisins. Nous pensons, nous, que tous ces sujets doivent être réglés avec pragmatisme et non pas avec dogmatisme. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Merci beaucoup, Claude. C'est très clair et on reviendra sur un certain nombre de sujets. En attendant, on va parler marché, puisque 2020 est épargné par la crise. Si on en croit Claude Sanson, ben, j'aimerais demander à Laurent Sabatucci ce que ça donne Je aujourd'hui ne t'entends pas, Gaël. pour le premier semestre. C'est bon, Claude, tu m'entends? On est bon, Claude. Je passe la parole à Laurent Je maintenant. prends la parole avant que Claude Allez, continue. Laurent. Merci Gaël, bonjour. Je ne peux pas contredire Claude. Donc, c'est la première étape. Je vais essayer de partager mon écran au moins pour vous présenter quelques chiffres clés. Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, voilà des chiffres clés. Alors, évidemment, comme on est fin juin, ces données elles seront consolidées au cours de la première quinzaine de juillet. Mais ce qu'on voit sur le marché, le premier trimestre a été terrible puisqu'il y a eu vraiment un arrêt immédiat des transactions puisqu'on ne pouvait plus visiter les locaux, un arrêt des chantiers, donc un arrêt des livraisons et un marché à moins 65% au premier trimestre 2020. Il faut bien se dire qu'en 2019, 65% des surfaces qui se transactent en logistique sont des surfaces liées à des clés en main. Et donc, 65% du marché qui s'arrête, c'est forcément un gros impact sur le premier trimestre. Et donc le premier trimestre, un arrêt très violent. Et ce qu'on voit finalement, c'est que c'est encore très, très compliqué puisqu'on est à moins 50% quand on regarde le volume placé au premier semestre 2020 par rapport au premier semestre 2019. Néanmoins, ça s'améliore. Ça s'améliore notamment en nombre de transactions. Il y a beaucoup de transactions. 32 transactions à peu près recensées et quand on va consolider nos chiffres avec nos confrères, ce chiffre va un petit peu augmenter. 32 transactions, ça va nous amener, je pense, à une fin d'année autour de 60 transactions, ce qui est une année moyenne, parce que quand on regarde l'histogramme qui est en dessous, on voit bien qu'on était habitué depuis 3 ans à des chiffres très, très importants. Si on prend un petit peu le temps long depuis le début des années 2010, finalement, le marché à 2 millions, 2,5 millions de mètres carrés par an, avec 50 à 60 transactions, c'est quelque chose d'assez classique pour une année moyenne. Donc, si on finit 2020 avec une année moyenne, évidemment bien plus mauvaise que les 3 dernières, mais néanmoins moyenne sur la décennie passée, je pense qu'on aura des résultats tout à fait corrects. Il est clair que la grosse baisse, elle est sur les grosses opérations. En 2019, il y avait une vingtaine d'opérations de plus de 50 000 m² qui représentent à peu près 40% du marché. Il y en a 3 en 2020. Donc évidemment, on a des impacts très forts en nombre de mètres carrés placés. Mais le plus important dans notre marché, c'est surtout finalement le dynamisme sur les bâtiments existants. Pourquoi? Parce que c'est le dynamisme structurel de notre marché. Est-ce que les immeubles sont occupés? Est-ce qu'ils sont vides? Est-ce que les loyers baissent? Est-ce qu'ils sont stables? Et est-ce que les investisseurs qui ont acheté ces immeubles ont des taux d'occupation qui sont satisfaisants pour continuer à investir? Et là, ce qu'on constate finalement, c'est que les bâtiments existants finalement se louent. Les taux de vacances n'ont pas augmenté. Et ça, c'est un point essentiel de notre marché jusqu'à présent. Alors, on va voir comment ça se passe sur les 6 prochains mois, mais jusqu'à présent, les taux de vacances sur l'ensemble des marchés principaux n'ont pas augmenté. Je pense que Cécile, qui prendra la parole tout à l'heure pour Prologis, confirmera que le taux de vacances chez Prologis est très bas. Et c'est le cas de tous les investisseurs. Donc, on a des immeubles, on a une baisse très forte du clé en main, et c'est normal, mais on a des immeubles qui aujourd'hui ne se vident pas. Ça viendra peut-être, mais aujourd'hui ne se vident pas. Donc, des loyers qui restent stables. Donc, moins de dynamisme, moins de clés en main, mais le parc existant, qui est le fondement de notre marché, finalement reste assez solide. Donc, on considère que ce marché est assez solide. Il y a un autre point, notre marché, il est largement drivé par la distribution alimentaire, le monde du discount et le e-commerce. Et quand on regarde l'impact du Covid ou de la Covid, pour reprendre la terminologie, on se rend compte que l'impact sur la distribution alimentaire, le discount qui a pratiquement retrouvé
ses chiffres d'affaires d'avant le confinement et le e-commerce est assez mesuré. Et donc en fait, l'impact, il va être sans doute sur les sociétés qui font du prêt-à-porter, le monde du meuble, hein, qui a annoncé pas mal de changements. En revanche, distribution alimentaire, le monde du discount, hein, je pense à des enseignes comme Jiffy, Action, qui retrouvent très très vite des chiffres d'affaires très très importants. Et puis le e-commerce, tout le monde l'a dit, évidemment, il y a un basculement sur le e-commerce. Donc voilà, donc un niveau de transaction assez dynamique, notamment sur des surfaces de moins de 25 000 m². Donc ça, c'est un vrai changement dans notre marché. Je pense que c'est un signal aussi pour les investisseurs d'être capables de louer des surfaces plus petites, de diviser les immeubles et de les louer, c'est la deuxième slide que je voulais vous montrer, de les louer à des prestataires logistiques. Sur les prestataires logistiques, aujourd'hui, c'est 65% du nombre de transactions. Il y a 2-3 ans, c'était un tiers. Hein. Donc on voit vraiment que ce besoin d'agilité, de réagir rapidement, de surface complémentaire, il est rempli par les prestataires logistiques. Et un prestataire logistique, souvent, il a du mal à s'engager pour des durées très, très longues, parce qu'il a un contrat. Il a un contrat qui est souvent de 3 ans, parfois de 6 ans, mais souvent de 3 ans. Ça veut dire aussi que les investisseurs, pour répondre à cette demande de flexibilité, vont sans doute devoir diviser des immeubles pour louer des surfaces plus petites, louer des immeubles en 3, 6, 9 et non pas seulement en 6 ans, 9 ans, pour maintenir des niveaux de loyer. Et donc voilà, ça c'est le gros impact. C'est les prestataires logistiques qui font l'essentiel du marché. Et on a la chance, pour le coup, je pense que c'est une chance en France, d'avoir des prestataires logistiques extrêmement puissants, extrêmement dynamiques, en forte croissance. Et on l'a vu, hein, qui ont été très actifs depuis la fin du confinement. Donc ça, c'est à mon avis une chance pour l'ensemble de notre filière d'avoir ces entreprises françaises très très fortes en logistique. Et donc, les prestataires sont les premiers acteurs du marché. Sur les secteurs géographiques, à ce stade, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on voit quand même que l'Île-de-France, évidemment, puisque c'est le parc le plus important, capte une partie très, très importante des transactions. Alors là aussi, hein, des transactions sur les bâtiments existants, pas sur les clés en main. Le gros point d'attention, ça va être évidemment le clé en main. Ce que disait Claude sur la difficulté que vont avoir les grands chargeurs à trouver des terrains prêts à recevoir des grands projets logistiques. Je pense que ça va être un sujet majeur. Et il est évident qu'il va y avoir une prime très très forte à des terrains parfois moins bien placés, mais qui remplissent toutes les cases en termes de problématiques environnementales, de planning, d'accueil favorable des élus. On sait très bien qu'aujourd'hui, développer un bâtiment de 50 et plus 1000 m², ce n'est pas encore quelque chose de bien accueilli par les populations locales. Et je pense qu'il va y avoir une très forte prime pour certains terrains, parfois un peu décalés des marchés principaux, mais qui sont capables de répondre rapidement à ces problématiques. Donc voilà pour la demande. Pour le marché de... J'enchaîne Gaël, hein, mais tu m'interromps si tu le souhaites. Le marché de l'investissement, rapidement, on a eu la chance d'avoir un premier trimestre, pour le coup, avec la vente de portefeuille très, très puissant, puisqu'il y a eu à peu près 1,5 milliard d'investis en logistique, ce qui est un chiffre assez exceptionnel, qui correspond à une année moyenne, même si les 2 dernières années étaient à des niveaux stratosphériques, de l'ordre de 5 milliards. Donc, que disent les investisseurs aujourd'hui? Les investisseurs, ils disent la logistique, c'est stratégique. Ça permet de développer le e-commerce. C'est compliqué de développer des clés en main. Donc, mon actif logistique, il va prendre de la valeur. Donc, nous, ce qu'on constate, c'est plutôt un attrait toujours très fort des investisseurs sur l'ensemble des actifs logistiques. Je suis d'ailleurs même étonné, ce que nous disions au premier trimestre, on pensait que l'ensemble du marché de l'investissement allait être actif, mais que les projets en blanc allaient s'arrêter, donc en blanc sans locataire. On constate qu'il y a des projets en blanc, on vient d'en signer un, nous, en région, et il va y avoir cette année 3 à 4 projets lancés sans locataire, dans des secteurs où finalement l'offre n'a pas augmenté et où des investisseurs se disent qu'il y a moyen de sortir une opération de taille moyenne. Hein, pas forcément des très grosses opérations, mais il y a des opérations. Donc, on va passer d'un rythme de 10 à 15 opérations en blanc à 3-4 opérations en blanc, mais c'est déjà incroyable et un sacré signal que les investisseurs continuent à lancer des opérations en blanc. Et on va voir quel sera le succès de ces opérations. Sur les actifs prime, je pense qu'il n'y aura même pas de repricing. Je pense que les taux
c'est pas ce qu'on disait il y a 3 mois, donc il faut être prudent dans toutes les prévisions. Mais en fait, on se rend compte que comme il y a eu très peu de production de clés en main, ben, il y a très peu d'actifs à vendre. Et forcément, le peu d'actifs de qualité qui vont être mis sur le marché cette année vont rencontrer des investisseurs qui, de toute façon, considèrent que la logistique, tant que les loyers ne baissent pas et que les taux de vacances n'augmentent pas, finalement, le marché est stable. Donc, on se rend bien compte et on le voit, on a quelques actifs à vendre et on voit qu'on a vraiment des offres tout à fait comparables à ce qu'on avait fin 2019. On est vraiment très proche. Il y aura certainement un peu de sélection sur certaines localisations qui peuvent être un peu mises en cause par certains investisseurs. En revanche, les investisseurs sont présents, ils sont très actifs, ils veulent acheter de la logistique, y compris en ce moment. Il y a eu de très belles opérations depuis le déconfinement et on a un pipe tout à fait convenable sur ce marché. Il va ralentir par rapport aux 5 milliards, c'est évident, parce que les gros clés en main, les gros portefeuilles vont un petit peu disparaître. Mais on va être dans des années moyennes. Il faut se dire que voilà, on revient à une normalité. On avait connu 2 ans assez exceptionnels sur le clé en main comme sur le volume investi. Je pense qu'on va revenir à une normalité. Et notre pronostic, c'est environ 2 millions de mètres carrés pour les bâtiments de plus de 10 000 en France, qui englobe à la fois la construction et l'ensemble des transactions. Une soixantaine de transactions en France, qui est une année moyenne, mais qui est tout à fait satisfaisante. Et puis un volume investi qui devrait... alors c'est difficile, ça dépend des portefeuilles, mais il est évident qu'on ne sera jamais à 5 milliards, mais si on est à 2,5 milliards, on sera tout à fait satisfait de cette année. Donc voilà un petit peu pour le marché qui nous semble repartir un peu plus vite que nous l'avions imaginé. Merci beaucoup, Laurent. Je voudrais avoir peut-être la réaction de Cécile Tricot et de Roland Paul sur le terrain. Comment vous ressentez, si vous ressentez d'abord cette reprise, un petit peu votre opinion sur la manière dont vous avez traversé la crise et la manière dont les marchés se comportent aujourd'hui. Cécile Tricot. Bonjour à tous. Pour revenir déjà sur la crise en elle-même, très très rapidement, effectivement, nous, on s'est retrouvés mi-mars. On avait pris la décision juste avant que le gouvernement l'annonce de travailler à distance. Donc on avait commencé à s'organiser et puis l'annonce est tombée. Et à partir de là, effectivement, il a fallu organiser non seulement le travail chez nous à distance, et puis se rapprocher des locataires et des clients au maximum pour savoir comment eux allaient s'organiser. Donc il y a eu une période pendant, je dirais, une quinzaine de jours, 3 semaines où ça a été assez intense parce qu'il a fallu qu'on se réorganise pour rester très très près de nos clients, s'assurer que les entrepôts tournent, également s'assurer que toutes les mesures de sécurité qui ne sont pas liées au virus, mais les mesures de sécurité habituelles soient conservées. On est quand même sur des actifs qui relèvent de réglementations assez strictes. Et donc, du coup, voilà, ça s'est mis en place. On a vu effectivement nos clients se retrouver face à des difficultés pour opérer et faire tourner les entrepôts, les salariés qui n'arrivaient plus à se rendre sur site puisqu'il n'y avait plus de transport par définition, les salariés qui effectivement étaient inquiets et donc n'allaient pas nécessairement sur place. Après, il y a eu les problèmes de transport. Donc tout ça s'est déroulé pendant quelques semaines et puis on a vu que finalement, tout le monde trouvait un petit peu une façon de fonctionner. Et les choses se sont remises en place et finalement, on n'a pas perdu le contact, l'activité s'est poursuivie et en effet, on s'est rendu compte à quel point la logistique était importante dans un moment où l'économie du pays s'était arrêtée et il restait effectivement, malgré tout, continuer à l'approvisionner et à nous approvisionner tous. Donc, voilà. Nous, alors, donc, du coup, on a commencé par s'occuper des clients dans un premier temps. À peu près en même temps, on a fait le point sur les risques que l'on avait et effectivement, on a pris la décision alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que disait Laurent à l'instant, mais de mettre en suspens ou en tout cas de commencer à discuter avec les entreprises pour savoir comment on faisait avec les chantiers qui étaient lancés et notamment ceux qui étaient lancés en blanc.
parce que la question était de savoir, comment on faisait, deux, comment on respectait les mesures barrières, et puis aussi de faire un peu une analyse de risque pour savoir si ça valait le coup de poursuivre. Donc, on avait, là-dessus, on a fait un arbitrage. Après, on a eu, et là Claude on parlait tout à l'heure, les premières demandes des locataires qui ont commencé à nous expliquer naturellement qu'ils étaient en difficulté de trésorerie. Donc là aussi, il y a eu un énorme travail fait par les équipes pour essayer d'accompagner et comme le disait Claude, on ne pouvait pas accompagner tout le monde. Donc, il y a eu des recommandations qui ont été faites. On a travaillé effectivement avec la FILOG pour aider plutôt les PME, PMI, qui, selon nous, étaient les plus vulnérables face à cette crise, et notamment sur les sujets de trésorerie. On a essayé d'aider aussi tous les clients, les grands et les petits, mais bien sûr, il a fallu mettre en place un petit peu des critères de différenciation. Voilà, donc ça, c'est la phase de la crise. Et puis là, on est en train de sortir de cette crise. Alors, on a rouvert nos bureaux, ce qu'on a fait relativement tardivement, parce que nous aussi, on voulait s'assurer de préserver la santé également de nos employés. Donc là, les choses sont en place. Et puis au niveau du marché à l'heure actuelle, on voit, et je rejoins complètement Laurent, une forte activité locative qui a repris il y a peut-être 3 semaines, 4 semaines, au moment, donc dans le courant du mois de mai, au moment du déconfinement. On sent une demande assez forte, et des prestataires logistiques, on constate ça nous aussi. Je pense que cette agilité, elle est justement liée au fait que comme ils travaillent par contrat, eh bien peut-être que les chargeurs, au moment de faire des arbitrages, vont plutôt arbitrer pour faire un contrat sur 3 ans qu'un bail sur 9 ans à l'heure actuelle. Je ne dis pas que ça va se poursuivre dans les mois ou les années qui viennent, mais à l'heure actuelle, effectivement, ce que l'on sent, c'est que on repart sur des choses assez agiles, mais les prestataires logistiques sont très, très actifs. On a commencé à revoir effectivement quelques dossiers d'investissement qui étaient bien en suspens, mais maintenant qu'on peut commencer à aller refaire des visites d'actifs, on commence à pouvoir travailler sur des portefeuilles. On va également lancer un gros projet là, dans le sud de la région parisienne. Donc, on a mis à profit la période pendant laquelle on était confinés pour travailler sur les consultations d'entreprise de façon à se tenir prêt. Et puis, malgré tout, les chantiers, c'est non seulement tous les développements et les nouveaux projets, mais c'est aussi l'entretien et la maintenance de nos immeubles. Et là, de la même manière, on a mis à profit la période pendant laquelle on était confinés pour essayer de mettre en place la totalité des mesures que l'on pouvait et travailler au maximum sur notre organisation pour être en mesure de relancer tous les chantiers sur la maintenance du patrimoine dès le déconfinement. Voilà, donc je dirais que l'un dans l'autre, on voit que ça repart, c'est reparti assez fort, effectivement. Et simplement, la seule chose, là où je serai un petit peu prudente, c'est que probablement à la rentrée, au mois de septembre-octobre, on va voir comment l'économie française, en particulier européenne en général, se porte. C'est peut-être là qu'on va commencer à avoir un petit peu de tension et avoir peut-être, à mon sens, un peu de tension sur les taux d'occupation, sur la vacance, etc. Et pour rejoindre ce que disait Laurent également tout à l'heure, oui, on a aujourd'hui un patrimoine qui a des taux d'occupation élevés. On ne sent pas de négociation ou d'impact très très fort à l'heure actuelle sur les loyers. Peut-être que ce sont les mesures d'accompagnement qui risquent dans une certaine mesure de progresser, mais on voit ça plutôt en fin d'année. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup, Cécile. Ce que j'entends le plus depuis ce matin, c'est le mot reprise. Alors, on va s'arrêter là. Pour l'instant, on n'est que le 30 juin. On verra bien en septembre comment ça se passe. Roland Paul, comment vous regardez un petit peu cette reprise, et notamment la reprise des chantiers? Comment vous la vivez? Alors, je ne sais pas si je peux parler de reprise pour nous, parce qu'on n'a pas vraiment arrêté. En fait, dès le début, avant la période de confinement, on avait fait des tests de télétravail pour 100% du personnel. Et tout le monde était équipé dans l'entreprise. Et c'est vrai du coup, on n'a pas vraiment arrêté et on a suivi simplement les directives du gouvernement. On pouvait, pour continuer les chantiers, on ne pouvait pas les faire depuis chez soi, même si on a mis en place des techniques qui permettent de beaucoup moins se déplacer avec des visites virtuelles de chantier.
Ça veut dire qu'il y a une seule personne sur le chantier, mais après, toutes les équipes peuvent travailler à partir des bureaux avec des visites virtuelles. Et ce qui est très efficace, c'est ce qui est étonnant, mais très efficace. Après, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, Claude parlait tout à l'heure d'une forte activité. On a eu une très forte activité, et ce, dans nos études, parce que toutes les vraies affaires ont continué. Il y a quelques affaires effectivement spéculatives qui se sont arrêtées. Mais en logistique, ce qui n'est pas le cas des autres secteurs d'activité, tout le secteur PME a vraiment réduit la voilure. Mais dans le secteur logistique, on a continué toutes les affaires. Et les affaires, on a eu, nous, chez nous, aucune affaire arrêtée. Et les affaires qui étaient à l'étude se sont signées pendant la période. Étant là, nos commerciaux ont vraiment été très proches de nos clients. On a signé des affaires pendant cette période et les affaires ont vraiment continué, ont toutes continué. Et les affaires en réalisation ne se sont pas arrêtées. C'est vrai qu'on avait quelques affaires qui étaient en blanc, mais qui ont continué aussi, que l'on n'a pas arrêtées. Alors, malgré tout, ça n'a pas été très simple parce qu'une partie des entreprises ont quitté les chantiers au tout début. Il a fallu maintenir maintenir l'activité sur les chantiers était compliqué, et en particulier sur la mise en place des mesures. Alors, comme on a vécu quelque temps avant avec la Chine, le confinement des Chinois et l'impossibilité des Chinois de trouver des masques, on avait envoyé des masques en Chine, et là, on a eu le schéma inverse. On a appelé nos collègues chinois qui nous ont envoyé 50 000 masques pour pouvoir approvisionner nos chantiers et permettre aux entreprises de venir travailler sur les chantiers avec des masques qu'on mettait à disposition. Car en France et en Europe, c'était complètement impossible de trouver des masques. Voilà. Alors après, c'est vrai que toute la supply chain a quand même fermé. Une partie de la supply chain s'est arrêtée. Il nous a fallu, on est descendu au plus bas juste après l'annonce d'Emmanuel Macron. On est descendu à 35% de chantiers ouverts pour remonter en l'espace de 5-6 semaines à 100% de chantiers qui tournaient. Alors, qui tournaient certes au ralenti, mais qui tournaient. Donc, on a pu maintenir une activité relativement forte, on va dire, pendant cette période. Après, c'est vrai, grosse activité aussi de négociation avec nos clients, nos entreprises. Mais le fait d'être tous sur le pont et de discuter, on a été très, très transparent dans les relations avec l'ensemble de la supply chain, amont, aval. Et on a trouvé des accords qui étaient des accords. Oui, il y a un peu de retard, mais globalement, il y a eu pour certains pas du tout de retard ou peu de retard. On a pu continuer cette activité. Voilà, en quelques mots, ce qui s'est passé. Et je pense que donc c'est pas vraiment une reprise, c'est une continuité. Là, les chantiers tournent. Je pense qu'il va falloir certainement dans l'avenir qu'on s'habitue à avoir peut-être de manière un peu plus forte des stop and go sur les chantiers. On doit faire preuve tous d'agilité pour pouvoir gérer ces situations. Voilà. Merci beaucoup. Merci Roland. Voilà, on a passé une première mi-temps à vous parler un peu du marché. Donc, on a entendu reprise, agilité, en tout cas activité. Je vois que ça n'a pas chômé. Je voudrais qu'on consacre notre deuxième mi-temps un petit peu plus sur le long terme. Je vais laisser d'abord la parole à Geoffroy Cailloux pour voir comment l'exécutif s'est saisi de la question logistique qui est revenue sur le devant de la scène pendant cette période de confinement. Peut-être d'abord, vous, sur le constat que vous faites sur les atouts et les handicaps de la filière logistique française, avant peut-être de voir la stratégie et la politique gouvernementale. Geoffroy Cailloux. Merci beaucoup Gaël. Alors, je vais essayer de faire bref pour laisser peut-être un temps d'échange à la suite. D'abord, vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. D'accord. Premier point, alors je vous rassure, le gouvernement n'a pas attendu la crise pour s'intéresser à la logistique, même si elle a été mise sous les feux de l'actualité. C'est d'ailleurs un point important sur lequel on pourra revenir. Vous m'interrogez d'abord sur les atouts et les faiblesses. En premier lieu, moi j'aimerais revenir sur ce qu'on croit souvent être un atout de la France en matière de logistique, et c'est aussi ce que je pensais avant de m'intéresser au secteur, et qui de moins en moins se révèle vraiment comme une force, c'est sa position géographique au sein de l'Europe. On a tendance à dire, quand on ne connaît pas le secteur, que la France elle est incontournable parce qu'elle est au cœur de l'Europe.
Et ce dont on se rend compte en réalité de plus en plus, c'est qu'elle est complètement contournable et qu'en fait, tous les emplois qui sont attachés à la filière logistique, ou une grande partie d'entre eux, sont en théorie délocalisables. Et c'est une réalité économique de dire que le barycentre de l'Europe, qui il y a 20-30 ans était peut-être plus clairement du côté de la France, il s'est déplacé avec l'arrivée des pays de l'Est, il s'est déplacé maintenant vers le sud de l'Allemagne, quelque part entre l'Autriche et la République tchèque. En tout cas, lorsqu'on regarde l'Europe de très loin, de Sirius, d'Asie, des États-Unis, il y a des chemins différents qui s'offrent à nous et la France n'est pas forcément un passage incontournable. Ça, c'est vraiment un point important et en fait, ça diffuse sur l'ensemble de la stratégie du gouvernement parce que ça veut dire qu'on a besoin d'une stratégie. Ça veut dire que les choses ne sont pas fixes dans le temps et dans l'espace, mais qu'il faut se battre pour les emplois de la logistique, comme on peut avoir des stratégies d'attractivité dans le secteur financier, des stratégies d'activité vis-à-vis des industries. Il faut une stratégie d'attractivité et de compétitivité pour la filière logistique. Ça, c'est un premier point qui est vraiment, je pense, à la base de tout. Alors après, les faiblesses, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce qui est connu, ce qui a été très bien expliqué dans le rapport d'ARMR, ce qui a été très bien expliqué dans le rapport Kasbarian. Vous savez, et la Banque mondiale nous le redit régulièrement, qu'on a un petit cran de décalage par rapport à nos voisins, notamment l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, qui sont parmi les mieux disants logistiques dans le monde, puisqu'ils se classent respectivement premier, second, quatrième au classement LPI de la Banque mondiale, alors que la France est 15e. Donc, évidemment, on a un petit décalage à rattraper. Les facteurs réglementaires, les facteurs fiscaux sur lesquels on pourra revenir jouent un rôle. En termes d'atouts, je pense que tout à l'heure, M. Sabatucci a touché un point important, qui est que la France dispose de grands groupes, de grands groupes et de moins grands groupes d'ailleurs, qui sont dynamiques, qui sont extrêmement connectés, qui ont connu un développement important ces dernières années et qui innovent. Et ça, je pense que c'est un atout évidemment stratégique. On a, malgré tout, on a aujourd'hui une densité, je pense, qui est plus faible que chez nos voisins. C'est assez frappant quand on regarde les images nocturnes, par exemple, de l'Europe. Je pense qu'en France, il y a du foncier. Il y a matière à pouvoir développer des projets qui soient également respectueux de l'environnement. Et ça, c'est certainement un atout. Et puis, en termes d'infrastructure, on a aussi des choses, même si, évidemment, il y aurait fort à faire en matière ferroviaire. Mais on a quand même des plaques tournantes internationales comme Charles de Gaulle qui sont vraiment des forces pour notre pays. Donc, voilà le bilan rapidement posé des forces et des faiblesses. Après, vous m'interrogez sur la stratégie du gouvernement et la façon de la dérouler dans le contexte post-Covid. Je pense que le premier point, une fois qu'on a pris conscience qu'il y a besoin d'avoir une stratégie, c'est de s'assurer qu'on puisse structurer la filière, un peu comme on a réussi à structurer la filière et le dialogue avec de grands secteurs industriels. Et donc là, c'est évidemment toute la place qu'a commencé à prendre France Logistique et je laisserai évidemment Madame Idrac compléter sur ce point, simplement pour souligner l'importance que revêt cette organisation pour le gouvernement. C'est un interlocuteur extrêmement précieux au quotidien qui ne nous interdit pas de parler évidemment avec les uns et les autres et on a aussi un dialogue très étroit avec M. Sanson, ses services à la Filog, mais il faut que la filière comprenne qu'elle peut se saisir de France Logistique comme le réceptacle de ces demandes et comme un vecteur d'influence vis-à-vis du public, vis-à-vis des parlementaires et vis-à-vis des autorités. Ça, c'est très important. Donc, pour revenir à la stratégie, et je reviens au tout premier constat que j'avais fait, l'idée, c'est un petit peu de remettre l'entrepôt au centre du village, si vous me passez l'expression, qui, par les temps qui courent, peut paraître un peu provocatrice. Mais ce que la crise a montré, c'est qu'on sait s'intéresser à la logistique quand il y a des problèmes, des menaces de disruption. On se rend compte à quel point elle est stratégique dans les approvisionnements en masques, en agroalimentaire, et là, on en a vraiment besoin. Mais la malédiction de la logistique, c'est que c'est un art de faire arriver les trains à l'heure, et les trains à l'heure, en France, on ne les commande pas. Et donc, ce qui est important à mes yeux, je pense, pour la politique du gouvernement, c'est qu'on parle de la logistique quand ça va mal, mais qu'on se préoccupe aussi de la logistique même quand ça va bien. Même si cette reprise que vous semblez indiquer se confirme en 2020 et en 2021, notre métier, en tout cas à la DGE, ce sera de s'assurer qu'il y ait un travail constant qui soit fait
pour améliorer la compétitivité et l'attractivité de cette filière logistique. Parce que dans ce domaine, comme dans les autres, on ne peut pas se satisfaire du statu quo. Soit on arrive à innover, à gagner des places, soit on va en perdre. C'est mécanique. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie. Et si vous voulez, en 2 mots, les grands enjeux qu'on va essayer de toucher à travers cette stratégie, c'est, comme je le disais, bien sûr, l'enjeu de compétitivité, qui est d'une part enjeu de la compétitivité de la filière elle-même, les 1,8 million de personnes qui travaillent 10% du PIB dans la filière logistique, mais c'est aussi la compétitivité induite pour les entreprises françaises, parce que je pense que la compétitivité logistique, c'est en fait la poursuite de la compétitivité industrielle par d'autres moyens. On aura beau avoir l'usine la plus performante du monde, si elle est dans un vide logistique, d'une certaine manière, elle ne sert à rien et elle ne pourra pas être compétitive internationalement. Donc ça, c'est une première donnée. La deuxième, et ça a été évoqué auparavant, c'est l'enjeu pour l'emploi, bien sûr, parce que notamment à travers l'essor de la vente en ligne, on voit qu'il va y avoir un besoin accru de logistique, une nouvelle forme de logistique, ou en tout cas modernisée, des entrepôts qui sont placés aux bons endroits. Et on va avoir aussi besoin de développer la chaîne ultime, le dernier kilomètre de la logistique urbaine qui va permettre d'apporter tous ces biens aux consommateurs. Et le dernier point, c'est aussi l'enjeu environnemental dont on voit qu'il va être incontournable. Et là-dessus, je laisserai évidemment aussi Madame Idrac compléter. Il faut marteler le message que la logistique non seulement n'est pas un ennemi à abattre du point de vue de la politique environnementale, mais qu'au contraire, elle en est un levier. Elle en est un levier très fort parce que, pour reboucler avec ce que je disais sur les délocalisations, si on perd la souveraineté sur cette chaîne logistique française, la France va continuer à être desservie. Mais on l'a vu pendant la crise, elle va être desservie depuis l'étranger, depuis chez nos voisins, et ça veut dire des camions, ça veut dire des choses qui ne sont pas optimisées, ni du point de vue économique, ni du point de vue environnemental. Ça, je pense que personne n'en veut. Donc voilà les grands axes. Si vous voulez, lors de l'échange, on pourra rentrer plus précisément dans la fiscalité ou la réglementation si vous avez des questions précises. Merci beaucoup, Geoffroy. Je vais laisser tout de suite la parole à Anne-Marie Drac, justement, sur France Logistique. En 2 mots, nous présenter un peu cette association pour ceux qui ne la connaissent pas, ses objectifs et surtout sa feuille de route. Anne-Marie Drac. Donc, France Logistique, une association créée au mois de janvier dernier, résultant directement des préconisations du rapport d'AR-EMAR, avec l'idée d'une cohérence, d'une cohésion et d'une voie commune de l'ensemble des acteurs logistiques. Et alors, c'est vraiment intéressant, les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, par exemple sur les clients des entrepôts, de vos actifs, bon, là, ce sont très largement des prestataires logistiques. Donc, c'est ce que nous faisons avec les organisations professionnelles et les associations du secteur. Donc, évidemment, Claude est à mon conseil d'administration et la Filogue est l'un des membres très actifs. Nous travaillons de manière très coordonnée avec les pouvoirs publics, puisque de leur côté, ils se sont aussi organisés de manière à ce que les services de Barcy, donc représentés brillamment ce matin par M. Caillou, et les services des transports travaillent ensemble, et nous avons un système de travail assez opérationnel, très opérationnel même, pour travailler l'ensemble des acteurs privés que je représente d'un côté et les 2 administrations que je viens de citer qui elles-mêmes coordonnent les services fiscaux, les douanes, les différentes administrations intervenant dans l'environnement, etc., etc. Donc la feuille de route, c'est bien la compétitivité, c'est bien tout à fait dans l'esprit de ce qu'a dit Geoffroy Caillou, donc je ne vais pas reprendre ses propos extrêmement justes et forts, c'est de faire en sorte que la logistique puisse devenir un atout pour la France, comme elle l'est quand on voit globalement l'économie d'un certain nombre de nos voisins. Ce n'est pas le cas chez nous, malgré la présence d'acteurs importants. Donc, la feuille de route, un certain nombre de sujets, je dirais, bien connus, mais sur lesquels la crise n'a fait qu'accentuer le besoin, les questions de compétitivité fiscale et réglementaire, en particulier pour les entrepôts, la puissance de nos ports, en particulier de nos ports, tout ce qui peut aller dans le sens de la massification, le sujet énorme des compétences qui va être d'autant plus important que dans les mois ou
peut-être années qui viennent, il risque d'y avoir beaucoup de difficultés dans certaines entreprises du maillon transport routier de la chaîne, et donc la nécessité de maintenir malgré tout les compétences et d'en profiter pour les faire évoluer, par exemple dans le sens meilleures compétences numériques ou également de toutes les compétences qui peuvent être nécessaires en matière de verdissement. Alors aujourd'hui, il me semble que les enjeux apparus dans la crise et qui sont plutôt donc des renforcements de tendances précédentes, c'est la nécessité de parler positivement de la logistique. Et je pense que avec Claude Sanson, avec les autres partenaires membres de l'association, nous serons très attentifs, en particulier dans le déroulé du processus de la loi de finances et du plan de relance. Bon, actuellement, c'est le cas dans la loi de finances rectificative 3, à ce qu'il n'y ait pas des fausses bonnes idées qui circulent, en particulier des fausses bonnes idées de taxation, comme si c'est ça qui permettrait de réduire l'impact environnemental et de conforter le territoire français, ce qui évidemment n'est pas le cas. Ensuite, je vois qu'il y a 3 tendances concernant le maillage, concernant en quelque sorte l'aménagement du territoire logistique français. Une tendance qui paraît assez évidente, qui est celle du e-commerce, avec tout le sujet du coup de l'implantation d'entrepôts de proximité, ce qui n'est pas forcément dans beaucoup de programmes municipaux, suivez mon regard. Deuxièmement, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'interrogation, Claude Sanson en a parlé tout à l'heure, qui est qu'est-ce que ça veut dire la fin du zéro stock? Moi non plus, je ne crois pas trop aux relocalisations, mais il y aura sans doute de nouvelles localisations, et je trouve qu'il y a vraiment de quoi réfléchir avec les professionnels sur l'évolution de la politique de stockage, stricto sensu, évidemment à l'échelle internationale, avec la diversification peut-être des approvisionnements et aussi leur raccourcissement. Donc là, il faudra sans doute des maillages différents. Et puis le troisième sujet de maillage qui est encore moins étudié intellectuellement, mais qui pourrait se développer, en tout cas sur certains petits segments, c'est l'économie circulaire, avec des besoins là aussi d'intermédiaires, de lieux d'intermédiaires dans cette économie circulaire. Quant au verdissement, bien sûr, on va continuer à travailler sur les panneaux photovoltaïques et le prix de rachat d'électricité qui est nécessaire à leur développement, sur des modes constructifs de plus en plus écologiques. Mais l'un des grands sujets, ça va être, comme je le disais quand j'étais aménageur de Ville Nouvelle, la hauteur et la profondeur, c'est-à-dire comment assurer les meilleures conditions de sécurité, les meilleures conditions de bonne utilisation des sols dans un contexte très hostile à leur artificialisation. Donc, de manière générale, je pense que les atouts que nous devons mettre en avant, ce sont des atouts de travail collectif. Encore une fois, c'est pour ça que j'ai accepté de m'occuper de France Logistique, c'est pouvoir essayer de porter vis-à-vis des pouvoirs publics qui sont attentifs, mais enfin, il y a forcément des difficultés aussi, de porter une vision d'une France qui pourrait tirer beaucoup mieux qu'elle le fait des atouts de sa position géographique. Et il se trouve qu'une des raisons pour lesquelles on est un peu en retard ou à la peine, ce ne sont pas des raisons économiques, ce ne sont pas des raisons intrinsèques, ce sont des raisons de défaut d'organisation, pardon pour M. Caillou, largement de difficultés d'organisation et de vision surtout entre les administrations qui ne sont pas toutes ralliées au panache blanc des 2 secrétaires d'État actuels avec lesquels je converse, donc M. Djebari et Mme Panier, et donc ce besoin d'être ensemble de manière positive, en espérant qu'après la crise, on ne va pas nous redire que les camions sont polluants et les entrepôts bétonneurs. Ça serait quand même dommage, et en tout cas, France Logistique est là pour éviter que ça soit le cas dans les différents débats qui vont arriver. Merci.
Merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais faire réagir Cécile Tricot et Roland Paul sur quelques-uns des items et des axes que vous avez identifiés, à commencer par le e-commerce qui suscite beaucoup d'opposition locale, politique et associative. Je voudrais surtout savoir, Cécile Tricot, si quelque part, ça reste le moteur principal, l'un des moteurs principaux pour les investisseurs logistiques. Et puis, est-ce que demain, ça peut changer un petit peu le maillage des entrepôts et nous sortir un petit peu de la fameuse dorsale, le Lille, Paris, Lyon, Marseille, qui a rythmé pendant quelques années, pendant de nombreuses années, les marchés logistiques. Cécile? Alors, le e-commerce, il a effectivement mauvaise presse un petit peu en ce moment. Mais en fait, la logistique ne se résume pas au e-commerce. Alors, naturellement, le e-commerce aujourd'hui, c'est un des vecteurs de croissance de notre patrimoine. Je rappelle le chiffre magique qu'on a l'habitude de dénoncer, qui est que un entrepôt pour du e-commerce, en fait, ou du moins des ventes par e-commerce nécessitent 3 fois plus de surface de logistique que des ventes dans les vecteurs ou les secteurs traditionnels, notamment parce qu'on fait de la préparation de commandes à l'intérieur de l'entrepôt, notamment parce que ça nécessite de gérer aussi les retours de produits. Donc, en fait, le e-commerce, bien sûr, c'est un vecteur de croissance, mais la logistique, elle ne se résume pas au e-commerce. Et on l'a rappelé, on l'a dit, Claude notamment l'a indiqué, en fait, et Roland Paul, toute activité économique est soutenue par la logistique. Et effectivement, on a impérativement besoin d'avoir ce maillage logistique pour soutenir nos industries, nos entrepreneurs, toute la vie quotidienne, qu'elle soit économique ou qu'elle soit celle de la population. Donc, dans ce contexte-là, oui, bien sûr, le e-commerce, on compte énormément dessus, mais il y a d'autres vecteurs. Concernant le maillage, effectivement, il est possible, probable, on sent qu'il y a une tendance selon laquelle on va peut-être moins aller, un peu plus avoir de travail à distance. Donc, peut-être que les gens vont se relocaliser un petit peu différemment. Et par rapport à la structuration de la filière logistique dont on parlait, on sent qu'il va falloir compléter l'offre logistique de grands bâtiments dans des zones peut-être plutôt périurbaines par un maillage un petit peu plus qui se resserre vers les centres denses. Il existe déjà. Je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est l'organisation, la structuration et le fait d'avoir une stratégie, comme ça vient d'être très clairement énoncé, pour organiser ce maillage. Donc, en fait, probablement, oui, il y a d'autres secteurs, d'autres localisations que la dorsale qui peuvent émerger en France, mais il faut vraiment les penser en fonction de l'endroit où les populations vont se trouver et de la manière dont les besoins vont se répartir différemment. Roland Paul, votre opinion, vous, sur peut-être les nouveaux formats d'entrepôts, de plateformes logistiques, au regard à la fois du e-commerce qui va jusque dans les centres-villes normalement, hein, si on va jusqu'au bout de la chaîne, et puis aussi ce besoin de relocalisation d'entreprises dont on parle, de production. Et puis, ce que j'entends aussi, c'est des besoins de stockage. Est-ce qu'un entrepôt va redevenir un endroit de stockage alors qu'il avait tendance à devenir l'usine du 21e siècle, hein, Roland Paul? Oui, je partage complètement ce que disait Cécile à l'instant. On parle beaucoup de e-commerce, mais je disais, non, quand je regarde moi ce qu'est mon marché, ce n'est pas uniquement que du e-commerce. Il y a en particulier dans l'alimentaire, il y a quand même une grosse activité qui n'est pas e-commerce. E-commerce, c'est pas le tout. On a d'autres clients, il y a une grosse activité. Après, en termes de type d'ouvrage, effectivement, le dernier kilomètre, je ne l'imaginais pas spécialement il y a quelques années avec de très gros ouvrages. Et on a maintenant des bâtiments du type celui qu'on a construit à Gennevilliers, mais pas que. On construit le même type de bâtiment à Hambourg. Donc, des gros bâtiments qui sont vraiment tout proches de la ville et qui vont pouvoir desservir où les camions rentrent très proches de la ville et on peut desservir à partir de ces bâtiments. Et effectivement, des bâtiments qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts et dans lesquels on stocke beaucoup plus très proches des villes. De la même façon, on a quand même des bâtiments
qui globalement deviennent plus automatisés. On a construit un certain nombre de bâtiments très automatisés. Et on a vu là, pendant la crise que l'on vient de traverser, bien que ça répond aussi à une certaine problématique de proximité. Voilà. Donc, certainement qu'en termes de localisation, on a une tendance qui est forte actuellement, qui est que nos bâtiments ne sont pas tous en greenfield. Il y a 5 ans, on construisait pratiquement 100% de bâtiments en greenfield. Aujourd'hui, on a une bonne trentaine de pourcents de nos bâtiments qui sont construits dans des friches industrielles. Et je pense que cette tendance, elle est assez forte. Mais la tendance la plus forte, moi, que j'ai vue en termes d'évolution et que je vois en termes d'évolution de nos bâtiments, c'est le côté vert des bâtiments qui est de plus en plus fort. Et c'est très vrai dans la partie logistique et plus vrai dans la partie logistique que ça ne l'est dans d'autres secteurs de bâtiments, d'actifs que nous construisons. Aujourd'hui, là, en 2020, on aura 90% de nos bâtiments logistiques qui ont une certification environnementale. Et croyez-moi, c'est vraiment pas du greenwashing, c'est des niveaux de certification élevés. Ça veut dire que c'est supérieur à du good, hein, de manière générale. Hein. Ça veut dire que les bâtiments ont énormément évolué. Les autres bâtiments que l'on construit sont à 30-40% avec certification. Ceux-là sont beaucoup plus étudiés en termes d'environnement. Et de nouvelles certifications arrivent du type plus, c'est moins, et qui sont chaque fois un pas de plus pour faire des bâtiments qui prennent en compte l'environnement dans lequel ils vont être construits. Je peux dire aussi qu'il y a une montée en compétence de tous les acteurs qui travaillent dans ce secteur-là sur l'aspect vert des bâtiments. Il y a quelques années, on regardait un bâtiment logistique comme une maison, donc on imaginait qu'il fallait moins chauffer ou qu'il fallait… On n'est plus là, c'est beaucoup plus précis. Alors c'est vrai que le 12 degrés, c'est bien d'être au-dessous parce que ça consomme beaucoup plus, mais malgré tout, l'idée n'est pas vraiment de consommer moins. Un entrepôt logistique consomme très peu comparé aux autres actifs. Ça consomme de l'ordre de 6 fois moins qu'une surface de vente alimentaire. Hein. Donc, ça consomme très peu. Et si on veut moins consommer maintenant, ça veut dire qu'on va mettre plus d'isolation et on va rejoindre un impact CO2 plus important que celui qu'on gagne durant toute la vie du bâtiment dans son chauffage. Donc, on est en termes de consommation, on a réduit un maximum avec des systèmes LED, avec tout un ensemble de produits qui consomment moins. En revanche, la tendance, et je pense qu'elle est bien, c'est de produire de l'électricité sur place, et on a vraiment la place pour produire de l'électricité. Malheureusement, cette production d'électricité, à terme, fonctionnera bien si elle est en autoconsommation, mais comme je disais que ça consomme très peu, un entrepôt sec, il faut 4% de la surface couverte en panneaux photovoltaïques pour consommer. Quand on arrive à un entrepôt froid, on est à 1/3, et quand on est avec du froid négatif, on est à 2/3. Mais ça veut dire que l'autoconsommation, bien pour l'instant, n'a pas complètement tout le sens avec des retours sur investissement qui sont longs. Donc l'unique possibilité aujourd'hui est de vendre cette électricité à EDF. Mais je pense qu'on doit trouver dans le futur, et on va trouver des solutions qui permettront de consommer cette énergie localement avec, je sais pas, des mini-centrales hydrogène ou autres, qui permettra d'aller encore plus loin là-dedans. Et là-dedans, je suis sûr que c'est là l'avenir. Alors, qui s'oppose aussi à ça, on a bien sûr toute la dimension RSE. Et la dimension RSE, c'est aussi le bien-être des gens. Et on a des bâtiments dans lesquels on est de mieux en mieux, qui sont de plus en plus rafraîchis, de plus en plus, alors je dis plein inverse de ce que je viens de dire, où on aura un peu plus de consommation. C'est ça que je vois en termes d'évolution, mais un gros travail qui est fait aujourd'hui pour que les bâtiments aient un impact minimal sur l'environnement. Voilà. Une question supplémentaire sur l'environnement et que je voudrais ouvrir aussi auprès de Cécile Tricot et Anne-Marie Hydrac et Geoffroy Cailloux. On est au lendemain
du discours d'Emmanuel Macron qui a accepté 146 des 149 mesures de la Convention citoyenne sur le climat. On est au surlendemain d'une vague verte au municipal. Les enjeux environnementaux dépassent un peu uniquement le côté ou l'aspect énergétique pour la logistique. Vous parliez de grands entrepôts. Est-ce que demain, aujourd'hui, le citoyen est capable de tolérer des grands entrepôts construits sur du brownfield? Eh bien, enfin, je parle, moi, sur ce qui Je est crois modèle. que le Anne-Marie Drac et Roland. On va tout Anne-Marie. bon, on ne va pas faire un discours général sur le début de votre question, mais sur les points logistiques, je trouve que c'est au niveau local. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il n'y avait aucun programme municipal, loin de là, qui prévoyait des entrepôts ou des camions dans leur schéma directeur ou dans leur programme. Et donc, on va de plus en plus avoir, me semble-t-il, pour utiliser nos atouts et pour développer des projets, le besoin d'avoir des approches locales. C'est très frappant dans les chiffres que vous avez dit tout à l'heure. Il y a 11% des implantations qui sont dans les Hauts-de-France. À ma connaissance, le seul grand élu national qui fait le choix stratégique de la logistique pour sa région, c'est Xavier Bertrand. Plus on va aller vers des implantations plus proches des villes, plus sophistiquées dans les modes constructifs, dans leur connexion au réseau de transport, etc., plus il va falloir travailler local. Et honnêtement, ça ne va pas être si facile. Je n'ai pas dans l'œil le programme, par exemple, des nouveaux élus de Montpellier, mais pour moi, le schéma directeur logistique de Montpellier était particulièrement intéressant et il va falloir regarder si ce genre de choses demeure. Bref, c'est à la fois les circulations de camions ou de différents types de véhicules et l'usage des sols, peut-être plus encore l'usage des sols et l'image que les élus se font de leur collectivité, de leur ville, de l'attractivité de leur ville, sur lequel il va falloir travailler. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le décalage entre notre discours sur l'attractivité de la France et puis l'attractivité des villes, qui n'est absolument pas le même. Hein. Seules les villes portuaires ou quelques-unes font de la logistique d'attractivité, alors que c'est le cas d'énormément, évidemment, de villes chinoises, sans parler des villes du nord de l'Europe. Donc, je ne saurais qu'encourager, compte tenu de mon expérience personnelle, à encore plus, de plus en plus de travail local. Et encore une fois, on y revient toujours, de travail sur l'image, mais qui doit inclure une image locale, avec tous les exemples que vous avez donnés tous les deux, et qui sont vraiment très intéressants pour nous. Je suis sûr que M. Caillou les a entendus également comme tels. Justement, Geoffroy Caillou, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Anne-Marie Drac. Est-ce que la stratégie nationale, la stratégie de l'exécutif ne risque pas de se heurter à une forme d'hostilité ou de malthusianisme local? Non, je pense que de toute manière, le rôle des élus locaux sera prépondérant. Et on voit que ce débat, il existe à l'échelle locale, il existe aussi à l'échelle nationale. Et d'ailleurs, je pense qu'à l'échelle locale, on retrouve plus près de la réalité du terrain des gens qui savent pourquoi, en fait, on va construire à cet endroit précis un entrepôt. Quels sont les emplois qu'on en attend, quels sont les bienfaits qu'on en attend en termes de services pour la ville. Et ce qui parfois est un peu perdu de vue depuis Paris, où on compte juste les dizaines de milliers de mètres carrés et on a l'impression qu'au final, ça fait beaucoup. Mais pour rebondir aussi sur votre question précédente, il est évident qu'à l'avenir, et je pense que les chiffres que donnait monsieur précédemment sur le nombre de projets Greenfield il y a 5 ans, aujourd'hui, sont vraiment frappants. Ces chiffres montrent qu'on va aller vers plus de sobriété en foncier. Ça, c'est une évidence. Après, la question est de savoir justement pourquoi chaque dépense de foncier, entre guillemets, chaque dépense du capital foncier sera faite. Et je pense que peut-être plus que d'autres bâtiments, les entrepôts logistiques ont un certain nombre d'arguments à faire valoir. On l'évoquait, il peut y avoir de la génération d'énergie. On l'évoquait, il peut y avoir le fait de rapprocher du centre-ville une capacité de transport optimisée
pour les commerces, parce que là aussi, il y a plusieurs objectifs à marier. On dit qu'on veut revitaliser les centres-villes, et donc ça veut dire que ces commerçants, ils doivent bien s'approvisionner. Et si il n'y a plus de circuits logistiques, bah, d'une certaine manière, on ne les irrigue plus. Et ils ne peuvent plus être alimentés et ils dépérissent. Donc, voilà, je pense que de notre point de vue du gouvernement et des administrations, il va falloir marier un petit peu ces différentes contraintes. Hein. Gouverner, c'est choisir. Et je pense que dans cette dialectique, les entrepôts et la logistique ont de vrais arguments à faire valoir qu'on n'a pas assez entendus pour le moment. Mais évidemment, on va s'y employer avec Madame Idrac et toute la filière. Vous voyez, ce genre de déclaration, vous ne les auriez pas eues il y a encore un an. Et ça, c'est le résultat déjà, alors même qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps, de ce que le gouvernement a mobilisé les administrations sur la base du rapport Emard-Daher, que j'y ai, à mon niveau, contribué, qu'on a commencé à s'organiser. Claude en est le témoin chaque jour. Bon, c'est quelque chose qui bouge et c'est d'autant plus important, cette prise de conscience, qu'il pourrait y avoir en effet quelques vents contraires, mais il y a tellement de vents positifs que c'est intéressant. Mais c'est à intégrer dans une activité aussi, j'allais dire, touchy, du point de vue d'un certain nombre d'intérêts locaux, je dirais d'intérêts environnementaux ou aussi sociaux. De même qu'on n'aura pas le temps d'en parler maintenant, mais quand on parle avec certains élus, ils vous disent faire tout ça si c'est pour avoir des robots, hein, en ne pensant pas à l'emploi direct et aux emplois induits. Donc voilà, donc, nous plaidons tout à fait en écho ou en miroir avec les ministères pour que l'on puisse avoir cette voie stratégique, cette vision et cette voie stratégique. Merci beaucoup. Une dernière question, parce que je vois que le quart d'heure parisien, je l'ai fait à l'envers, donc je suis un tout petit peu en retard, qui relie toujours l'environnement et le foncier et ce désir de sobriété. Finalement, Roland Paul, il faudra, plutôt que de consommer du terrain, il faudra monter en hauteur. C'est l'avenir peut-être, les entrepôts en hauteur? Ce qu'il y a de certain, c'est que c'est une tendance. Alors, chaque fois que les réglementations locales, les PLU l'autorisent, les bâtiments sont de plus en plus hauts et amènent des solutions, effectivement, qui sont des solutions qui fonctionnent très bien pour une partie de la logistique. Oui, certainement qu'aller plus haut, ben, ça évite de consommer du terrain. Et je pense que c'est toute la discussion que l'on doit avoir localement, parce que je partage parfaitement l'idée que c'est localement que ça doit se passer, parce que sinon ça sera une catastrophe. Enfin, on aura beaucoup plus de transport et beaucoup plus. Je veux dire, c'est assez logique qu'on optimise en étant localement. Pour autant, localement, ça veut dire que les bâtiments, on les fait évoluer pour qu'ils aient un impact qui soit minimal. Et la hauteur des bâtiments, l'automatisation des bâtiments permettent d'avoir un impact minimal. Oui. Cécile, peut-être le mot de la fin sur comment Prologis entend développer son activité avec ses contraintes et ses responsabilités aussi de la part des acteurs immobiliers. Je pense qu'on a une très très forte responsabilité en effet. Je rejoins complètement ce que dit Roland Paul sur les procédés constructifs. Nous, on va lancer là un immeuble dans lequel, en fait, on a travaillé sur son impact carbone de façon à le neutraliser. Et on a fait une étude sur la durée de vie et sur le cycle de vie de cet immeuble qui, sur 50 ans, on a en fait, ça fait quelques années qu'on travaille à mettre des panneaux solaires, à mettre des LED, à travailler sur effectivement l'isolation du bâtiment, la manière dont on l'éclaire, la manière dont on détecte la présence pour éviter de consommer des énergies à toute heure du jour et de la nuit. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on est dans une démarche dans laquelle on va complètement structurer, on va utiliser tous les tests que l'on a fait sur les bâtiments que l'on a construits sur les dernières années pour les mettre en commun. Et donc, le bâtiment dont je parle, on est dans une stratégie dans laquelle on se dit il faut éviter, réduire et compenser. Donc, on est dans cette stratégie environnementale qui a été édictée par les instances européennes. Donc, on s'inscrit complètement là-dedans. Et en fait, en mettant en œuvre des solutions pour essayer d'éviter
est de réduire déjà l'impact carbone avant de commencer à compenser le résiduel. On réduit de 75% sur la durée de vie de ce bâtiment ces émissions carbone. Donc, on va passer d'un calcul dans lequel, si on n'avait rien fait, on aurait sur 50 ans émis 115 000 tonnes de carbone, à aujourd'hui 35 000 tonnes, selon les calculs que l'on a fait. En faisant ça, on s'inscrit dans la durée et on fait en sorte, alors bien sûr, on souhaiterait atteindre zéro, mais réduire déjà de 75% les émissions carbone d'un immeuble, on est complètement dans cette logique. Et je pense qu'on a une vraie responsabilité par rapport à ça, puisqu'on est sur un actif. Une des raisons pour lesquelles il y a plus de prise de conscience sur cet actif-là, c'est que premièrement, il a mauvaise presse, donc on a absolument quelque chose à faire pour changer la vision que l'on en a. Mais également, on est sur un actif qui certainement a moins de complexité technique et constructive que peut-être des grands actifs de bureaux, de centres commerciaux. L'actif logistique est très technique, mais il a peut-être un nombre de composants qui permet plus facilement. Et puis ensuite, on travaille sur des surfaces tellement importantes que les impacts sont visibles assez rapidement. Donc, il y a cet élément-là. Il y a le fait de travailler dans des parcs. Quand on travaille dans un parc, si on parle d'artificialisation, oui, effectivement, les immeubles construits au sein d'un parc représentent à peu près 75% d'artificialisation. Mais ça laisse encore 25% de la surface. Donc, 75%, c'est énorme. Et effectivement, si on arrive à monter en hauteur, on arrivera à réduire cet impact. Mais ça laisse aussi 25% de cette surface pour travailler sur des solutions de captage d'eau, de récupération des eaux, de mise en place de solutions pour favoriser la biodiversité. On peut travailler sur l'implantation d'espèces végétales, sur la préservation d'habitats pour la faune-flore. Et donc, en fait, c'est l'ensemble de ces éléments-là et on est très, très attentif à ne pas se situer dans une logique de greenwashing et de green pour l'image et simplement notre rapport RSE, parce que je pense que ça, ce serait complètement contre-productif. On essaie vraiment, chaque fois et à chaque nouvel immeuble et à chaque nouveau projet, d'être dans un processus d'innovation continue qui vise à s'approcher de l'impact neutre, voire de l'impact positif sur ce qui nous entoure. Et dans ce contexte-là, oui, il faut qu'on travaille localement très fortement et au-delà des enjeux de carbone et de biodiversité, on a un enjeu sur l'emploi, on a un enjeu sur la formation. On est dans un écosystème en fait, c'est pas seulement l'immeuble, c'est pas seulement les camions, c'est vraiment arriver à travailler de manière très, très généraliste et finalement, on se retrouve en tant qu'investisseur à ne pas offrir seulement des murs, un toit et puis un immeuble, ce qui peut-être était la façon dont on travaillait tous collectivement, naturellement, il y a quelques années encore, mais d'être vraiment des acteurs de la ville et des acteurs du territoire dans une vision très, très, beaucoup plus globale. Merci beaucoup, Cécile. Ça va être le mot de la fin car on a dépassé de 20 minutes notre webinaire. Donc, c'était un colloque en fait qu'il fallait faire ce matin et pas un webinaire d'1 heure, tellement c'était intéressant. Je ne vais pas répondre aux quelques questions qui sont arrivées. On nous propose de remettre les halles au centre de Paris. Ben, écoutez, je vais en parler à Unibail-Rodamco. On verra s'ils sont contents. Hein. On verra bien. Merci en tout cas à tous les intervenants. Et puis, je retiens surtout qu'on parle d'écosystème, de filières et de chaînes logistiques. Et je vous confirme qu'il y a encore un peu de travail pour faire plier les journalistes. Vous savez, aux premières heures de cours en école de journalisme, on nous dit que les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent pas les lecteurs et qu'on ne vend pas de papier avec ça. Désolé, mais il y a encore un peu de boulot de communication. Bon courage Claude, bon courage Cécile, bon courage Roland, bon courage à France Logistique. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire avec Philog ou nos partenaires GSE et Prologis qui nous suivent depuis des années et que je remercie ici. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.